Mon plan de présentation, c'est faire le constat, les objectifs de l'extension, les activités, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que nous avons obtenu. Alors, pourquoi le Mali a décidé de décentraliser la prise en charge pédiatrique? La prise en charge du VIH a commencé au Mali en 2001 avec une gratuité des ARV pour les enfants. En 2004, il a été décidé de donner la gratuité pour tout le monde, aussi bien les ARV que le bilan biologique. Mais en 2006, le constat a été fait que malgré cette gratuité qui est totale, je dirais, très peu d'enfants étaient traités. On avait 738 enfants pour 12 000 adultes, donc à peu près 6% des enfants de la cohorte sont des enfants. Et ces enfants qui étaient traités étaient aussi mal suivis. Mal suivis, pourquoi? Parce que le service de prise en charge des enfants, le seul qui existait pendant toute cette période, c'était l'hôpital national, l'hôpital Gabriel Touré. Et je remercie mes collègues qui, pendant des années, ont assuré la prise en charge des enfants venant de tout le pays. Donc, nous avions 10 sites de prise en charge. Après, quand il y a eu un début de décentralisation, en 2006, nous avions 10 sites de prise en charge pédiatrique sur 41 sites au total. Et au niveau de la cellule du programme, il n'y avait pas de politique de dépistage ciblé concernant l'enfant et il n'y avait pratiquement pas de diagnostic précoce. Le diagnostic précoce, c'était Esther qui nous l'avait donné et c'était seulement au niveau de Gabriel Touré. Donc, le programme s'est dit, il faut faire quelque chose pour les enfants. Alors, il y a eu un plan d'extension de la prise en charge pédiatrique 2007-2012, mais je dirais que ce plan 2007, les 2 premières années de 2007-2009, a été pratiquement entièrement financé par Esther. Donc, les objectifs, c'était, nous sommes moins ambitieux que le Cameroun, nous nous sommes dit 80%, mais il aurait peut-être fallu mettre 100%. Quand on met 100%, on peut atteindre les 80%. Donc, il fallait faire le suivi régulier pour dans 80% des enfants, réaliser le test de dépistage pour 80% des nourrissons de mère séropositive, traitement ARV chez 80% et assurer la prise en charge pédiatrique sur tous les sites. Là, nous étions en 100%. Alors, quelles ont été les activités de cette décentralisation? Il fallait recruter du personnel, notamment au niveau du laboratoire. Il fallait recruter une opératrice de saisie pour l'hôpital Gabriel Touré. Il fallait former les formateurs à la prise en charge pédiatrique. Il fallait former les agents de santé à la prise en charge pédiatrique. Il fallait former les infirmiers à la technique de prélèvement DBS. Il fallait former les techniciens de laboratoire à la technique PCR sur DBS. Des documents aussi ont été élaborés, notamment le dossier pédiatrique, le protocole de prise en charge qui inclut la prise en charge pédiatrique et un manuel de prise en charge pédiatrique aussi a été élaboré en partant du manuel ANECA. Il y a eu une analyse de situation de la prise en charge pédiatrique dans tout le pays. Là aussi, c'était en collaboration avec ANECA et il fallait acheter des réactifs supplémentaires pour la PCR. Il fallait acheter les médicaments pour les infections opportunistes et il fallait équiper les nouveaux sites en petit matériel pédiatrique, notamment le thermomètre, le pèse-bébé, le pèse-personne, qui n'existaient pas sur ces sites. Et il fallait un logiciel de recueil de données. Le logiciel ESOP pédiatrique a été adopté et le Mali a été un pays test de ce logiciel ESOP pédiatrique. Alors, quand le plan a été élaboré, je l'ai dit, le premier partenaire, c'était Esther et la Fondation Clinton. Fondation Clinton pour tout ce qui était approvisionnement en médicaments, en réactifs et en DBS. Et les autres partenaires sont listés sur cette diapo. Maintenant, où est-ce qu'il fallait mettre la prise en charge pédiatrique? Est-ce qu'il fallait créer des nouveaux sites? Il fallait le mettre sur l'existant. Mais sur l'existant, il fallait que ce soit un site accrédité pour la prise en charge. Et les critères d'accréditation des sites adultes, c'était l'offre de soins,
notamment le conseil dépistage, la PTME, la prise en charge ARV des adultes, le soutien psychosocial et nutritionnel. Et il fallait que le personnel ait vraiment des compétences dans la prise en charge adulte déjà, que le laboratoire puisse faire un minimum d'examens et qu'il y ait un approvisionnement régulier en médicaments et une bonne gestion de la pharmacie. Il fallait que la communauté soit impliquée et que le programme soit bien géré. Mais nous, pédiatres, nous avions dit dès le départ que nous voulions une prise en charge globale. Globale, c'est-à-dire médicale, nutritionnelle, psychosociale. Et qu'il fallait que ce soit ce modèle qui soit mis en place dans tous les nouveaux sites pour la prise en charge pédiatrique. Alors, au niveau de la pyramide sanitaire au Mali, nous avions 3 niveaux. Le niveau 1, qui est le niveau de base, où les activités sont essentiellement le conseil dépistage, les soins communautaires, et au niveau du laboratoire, c'est un minimum d'activités. Il faut que le laboratoire puisse faire le dépistage, le dosage de l'hémoglobine, le test de grossesse et la prise en charge des AES. Le deuxième niveau, ce sont les centres de référence et les CTA, où la prescription des ARV est faite. Il y a une dispensation. Ces activités, au niveau du laboratoire, c'est la bactériologie, les examens courants de biochimie, la numération des lymphocytes CD4 et, pour certains, la charge virale. Et je dirais que, par rapport à la charge virale, grâce à ces différents partenaires, la cellule sectorielle a actuellement, au Mali, mis en place 40 appareils de charge virale sur toute l'étendue du territoire, de dosage de CD4 sur toute l'étendue du territoire. Et nous avions 8 appareils de charge virale aussi sur toute l'étendue du territoire. Donc, ces examens sont disponibles. Les médicaments sont disponibles, mais les enfants ne sont pas pris en charge. Alors, au niveau des hôpitaux, ce sont toutes les autres activités, niveau 1, niveau 2, plus les consultations spécialisées, plus la charge virale, le dosage pharmacologique le jour où ce sera disponible, les différentes sérologies et le test de résistance qui existe effectivement maintenant au niveau national, le génotypage peut être fait. Toujours dans le cadre de la décentralisation, un circuit par rapport au diagnostic précoce, un circuit a été fait pour les échantillons et les résultats du DBS. Et des véhicules ont été achetés dans le cadre du Blue Programme. Je pense qu'il y a eu 4 véhicules qui ont été achetés pour l'acheminement des prélèvements des sites vers les laboratoires pour éviter qu'on donne le bulletin à la mère, que ce soit la mère qui amène. Donc tout cela pour simplifier, mais il y a encore des blocages. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le site? Le prélèvement est fait au niveau du laboratoire du site. Il y a une formation des agents. Le véhicule de la cellule vient prendre les prélèvements, les amène au laboratoire de l'INRSP et les résultats aussi suivent le même circuit. Ça passe au niveau de la cellule d'abord qui va enregistrer les résultats et qui les redistribue au niveau des sites. Dans les régions, donc en dehors de Bamako, c'est un contrat qui a été fait avec les compagnies d'assurance, de transport, excusez-moi, et ce sont les véhicules de transport en commun qui amènent les échantillons DBS, la cellule les récupère, les amène au laboratoire et le résultat aussi est acheminé dans le même sens. Et dans chaque région, il y a un point focal régional qui est en contact téléphonique. Chaque fois qu'il envoie des prélèvements, il avertit la cellule qu'il y a des prélèvements dans tel véhicule. Et pour les médicaments aussi, il y a eu des schémas d'approvisionnement pour la ville de Bamako, pour les régions. Et là, nous avons le schéma pour les régions. Donc, si un site au niveau régional fait sa commande de médicaments, la commande va à la direction régionale de la santé, ensuite à la direction régionale de la pharmacie populaire, qui l'achemine à Bamako, mais les médicaments sont déjà disponibles à ce niveau, ce qui fait que c'est le bon, une copie du bon qui est amené à Bamako, qui va à la pharmacie, à la direction générale et qui va à la cellule. Et les médicaments ne font pas le même circuit, heureusement, de la pharmacie, de la direction régionale de la pharmacie, les médicaments vont directement sur les sites.
Alors, nous avons fait tout ça, et qu'est-ce que nous avons eu comme résultat? Je présente les résultats 2011. 2010, vous voyez la situation où nous sommes. Les résultats 2012 ne sont pas encore validés, donc nous avons ces résultats 2011. En décembre 2011, il y avait 89 sites de prise en charge adultes au Mali. Et parmi ces 89 sites, il y avait 68 sites publics communautaires. Alors, la particularité du Mali, c'est aussi que nous avons une ONG, Arcade Sida, que beaucoup connaissent, qui, en accord avec la cellule, a un financement pour mettre en place des sites. Parce que Arcade avait un premier site qui est le CEDAC, où il y a une prise en charge et une implication de la communauté. Donc maintenant, la plupart des sites dans les régions sont des sites de Arcade que nous appelons des USAC, des unités de soins et de conseil, de prise en charge. Mais ces sites USAC sont dans des structures publiques au niveau des CSRF, des centres de santé de référence pour la plupart. Alors, 89 sites de prise en charge adulte, nous avions 79 sites de prise en charge pédiatrique. Et nous avions 338 sites PTME. Alors, pourquoi beaucoup plus de sites PTME? Parce que, comme je l'ai dit, maintenant, ce sont les collectivités qui décident, dans leur plan opérationnel de l'année, d'ouvrir des sites PTME. Et la cellule sectorielle ne fait que l'analyse de la situation et la collectivité met en place le site PTME. Maintenant, il faut que nous arrivions à convaincre les collectivités de s'impliquer dans la prise en charge pédiatrique. Parce que nous avons 338 sites PTME et seulement 53, parmi ces 368, 53 sont effectivement des sites de diagnostic précoce, parce que ce sont dans ces 53 sites que le prélèvement DBS peut être fait. Et nous avons 370 sites de conseil dépistage volontaire. Alors, cette diapo, c'est l'évolution des sites de prise en charge pédiatrique de 2001 à 2011. Donc, vous voyez que de 2001 à 2006, c'était seulement le CHU Gabriel Touré. La couverture en service sur toute l'étendue du territoire et par région. Voilà, le maximum de sites, évidemment, c'est dans la capitale. Et les régions du Nord, qui ont commencé la prise en charge beaucoup plus tardivement, ont quelques sites. Tombouctou 5, Gao 2, Kidal 1 site. Et ces sites sont actuellement, depuis le mois de mars, ces sites sont fermés. Et les PV-VIH qui sont venus à Bamako ont été pris en charge. Mais je pense que parmi ces PV-VIH qui sont venus à Bamako, il y avait très peu d'enfants qui ont été retrouvés. Alors, la file active aussi par région, nous avions un total de 1732 enfants contre 27 500 adultes sur toute l'étendue du territoire. Et évidemment aussi, la majeure partie des CPV-VIH sont suivis à Bamako. Alors, en faisant dans le rapport 2011 de la cellule, l'estimation avec le logiciel Spectrum de l'ONU-SIDA, il y avait une prévision en 2011 de 6 372 enfants qui devaient être mis sous ARV. Mais le taux de couverture n'est que de 27%. Donc, ça veut dire que nous sommes encore très en deçà de la prise en charge. Et nous avons encore seulement 6% des enfants parmi l'ensemble des patients qui sont régulièrement suivis. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, j'ai essayé de voir avec la cellule quelles étaient les difficultés. C'est vrai, la première chose, comme a dit, il n'y a pas eu de création de nouveaux sites en 2012. Cela se comprend parce qu'il y avait une difficulté de mobilisation des ressources. Il y a la mobilité du personnel formé, du personnel autant médecins qu'infirmiers formés. La plupart ont changé de site et ne sont pas forcément impliqués dans la prise en charge sur
dans les nouveaux centres où ils sont partis. Alors, le troisième point, ce n'est pas une difficulté de la cellule, ça c'est une difficulté du pédiatre que je suis, une difficulté à mon niveau, c'est la faible implication des pédiatres dans certains sites. Pourquoi dans certains sites? Parce que nous avons des sites où il n'y a pas d'unité de prise en charge. Dans ces sites, s'il y a un pédiatre, c'est le pédiatre qui assure la prise en charge, qui a été formé pour la prise en charge. Mais nous nous sommes rendus compte que dans les sites où il y a une unité qui assure la prise en charge des femmes enceintes, des adultes, c'est ce médecin, en plus du pédiatre, qui a été formé pour assurer la prise en charge. Mais puisque tout est centralisé à l'unité, le pédiatre n'est pas toujours impliqué dans la prise en charge des enfants. Et nous avons, en 2010-2011, peut-être mes collègues vont me corriger, fait une supervision avec la cellule, une supervision formative sur tous les sites où on fait la prise en charge pédiatrique. Le retour de mes collègues a été qu'il y a des problèmes. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature. L'enfant, ce n'est pas un demi-comprimé, la moitié ou le quart de ce qu'on donne à l'adulte. L'enfant, c'est une dose selon son poids. Et nous nous sommes rendus compte que dans les sites où ce sont les médecins adultes qui assurent la prise en charge, la prescription n'est pas toujours bien faite. Donc là aussi, il faut revoir cette formation en matière de prescription. Donc il faut que les pédiatres soient bien impliqués. Et moi, je dirais, je préfère, ça c'est mon avis personnel, que l'on forme un médecin généraliste qui ne fait pas la prise en charge adulte, qui soit formé seulement à la prise en charge pédiatrique. Quand on forme quelqu'un en disant qu'il a déjà un bagage dans la prise en charge, je ne pense pas que ce soit la bonne manière d'assurer une bonne prise en charge pédiatrique. Alors, insuffisance des activités de prise en charge psychosociale, oui, parce que nous avions dit au départ, nous voulions une prise en charge globale. Cela est fait dans certains sites, mais pas au niveau de tous les sites. Et il faut que cela soit une réalité à tous les niveaux, parce que la prise en charge psychosociale des enfants et de leurs parents est très importante pour une bonne observance et une bonne rétention dans la cohorte. Alors, la coordination entre services PTME et les services de prise en charge, je ne sais pas s'il y a une solution pour ce problème, pour augmenter cette coordination. Peut-être qu'il faudra que ce soit les médecins qui assurent la prise en charge des enfants qui aillent régulièrement vers les services PTME pour pouvoir absorber le plus grand nombre d'enfants. Les activités d'éducation thérapeutique, oui, nous avons, même nous à la pédiatrie, beaucoup de difficultés par rapport à l'observance. Et nous pensons que si ces activités aussi ne sont pas menées comme il faut dans les sites, cela va jouer sur la rétention des enfants dans la cohorte. Absence de recueil de données, oui, parce que le logiciel ESOP pédiatrique, pour le moment, n'est qu'à Gabriel Touré. Mais nous pensons qu'en 2013, ce logiciel sera disponible sur tous les sites de prise en charge pédiatrique. Alors, les forces de ce programme, c'est vrai que la cellule sectorielle est bien engagée dans cette décentralisation de la prise en charge pédiatrique. Il y a un cadre de concertation régulier, mais ce cadre de concertation n'existe qu'à Bamako. C'est à Bamako que nous avons les réunions mensuelles du groupe pédiatrique. Tous les médecins qui sont impliqués dans la prise en charge pédiatrique se voient une fois par mois à la cellule pour discuter de leurs activités, de leurs difficultés. Il y a une réunion trimestrielle par rapport aux activités PTME et il y a le staff clinico-biologique aussi qui se réunit par rapport aux enfants sous traitement, ceux qui sont en échec de traitement, qu'est-ce qu'il faut leur proposer après les résultats du génotypage. Et notre force aussi, c'est que nous avons un centre d'excellence pédiatrique et c'est ce centre qui participe beaucoup à la formation des médecins, aussi bien formation théorique que formation pratique, parce que qu'est-ce qui a été fait dès le départ? C'est que tous les médecins, ils doivent faire la prise en charge pédiatrique, sont formés une semaine à la prise en charge pédiatrique de façon théorique en salle et ensuite sont envoyés en pédiatrie 15 jours pour être plus à l'aise parce que c'était une difficulté dans la prescription et aussi 15 jours pour être plus à l'aise dans l'examen même de l'enfant. Quand on est habitué
à prendre en charge un adulte, c'est juste lui demander qu'est-ce que vous avez, on lui prescrit une ordonnance. L'examen de l'enfant devient difficile pour eux, donc le centre d'excellence est le lieu de stage. La force est aussi, l'année dernière, en décembre 2011, avec Esther, nous avions organisé les premières journées sur la prise en charge pédiatrique au Mali, où nous avions convié tous les médecins de Bamako et de l'intérieur du pays qui font la prise en charge pédiatrique. Et Florence était avec nous. Nous avons discuté, chaque site a présenté sa file active, ses difficultés, et nous avions discuté sur ces difficultés. Et nous espérons que ce ne sera pas la seule journée. Oh oui. Alors, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut étendre le diagnostic précoce. On a dit il faut diagnostiquer, il faut diagnostiquer. Tant que nous n'aurons pas le diagnostic précoce sur tous les sites de PTME, il y a encore beaucoup d'enfants qui vont échapper et qui viendront quand ils seront au stade 3 ou 4 de clinique de l'OMS. Il faut améliorer la qualité de la prise en charge des prestataires. Donc, je pense qu'il faut une supervision régulière, comme cela a été fait en 2011, que ce soit les pédiatres qui aillent vers ces prestataires pour discuter des cas difficiles à leur niveau. Les prestataires ont demandé de renforcer leurs compétences dans le diagnostic et le traitement des infections opportunistes. C'est ce que je disais, ils ne sont pas toujours à l'aise dans la prise en charge des enfants. Et comme perspective, c'est de mettre le logiciel ESOP à tous les niveaux. Et c'est l'élaboration d'un référentiel sur le diagnostic précoce, mais je pense que le plus important, c'est l'extension du diagnostic précoce. Je vous remercie.